ben justement, ceux qui rêvent d'avoir un château un jour, Oui, sur le bord du lac Meach. Hein? espèrent bien vieillir financièrement, ce qui n'est pas facile. Vous avez été invité cette fin de semaine à un salon des aînés et on vous a beaucoup posé de questions là, sur, en fait, beaucoup de cinquantenaires ont partagé leurs préoccupations financières et beaucoup vous ont posé des questions sur comment bien vieillir financièrement. Et il vous salue. J'aime beaucoup l'émission, donc il vous salue. Et la première des questions que j'ai eues, qui revient souvent, c'est on déteste se faire répondre ça dépend à une question. Donc, par exemple, pourquoi on me répond toujours à mon âge, ça dépend? C'est parce que quand on a plus de 50 ans financièrement, il y a autant de scénarios que de variétés de sauce Heinz. Pourquoi? Bien, on a tous des objectifs de retraite différents, évidemment. Notre longévité est variable d'une personne à l'autre. Notre historique conjugal, hein, je pense à des gens que j'ai connus qui sont divorcés 2 fois, 3 fois, ça influence la capacité de paiement, l'autonomie des enfants. Et ça, c'est un sujet qui fait beaucoup rire les cinquantenaires, c'est-à-dire comment mon enfant est un boulet ou un actif dans ma vie financière, même lorsqu'il a quitté la maison. Et il y a beaucoup de questions de fiscalité aussi, parce que toute notre vie, on bâtit un actif sans vraiment se questionner sur la fiscalité. Et à 50 ans, c'est le temps de se dire, ça dépend. Ça dépend comment on va structurer notre vie financière. Par exemple, un CELI, vous allez jouer avec ça toute votre retraite sans problème, mais un REER à 71 ans, dans votre nuit, vous allez avoir 72. Cette année-là, il va se passer quelque chose. Il faut transformer ça en fer, il faut commencer à l'amortir. Donc, premier impact, là, ça dépend, c'est pour ça. Deuxième chose, on me dit, oui, mais jusqu'à quel âge je planifie ma vie, là? Ma fin de durée de vie utile d'humain, je la mets en quelle année? C'est une bonne question. J'ai posé la question à un planificateur financier dans les dernières semaines et il m'a fait un scénario personnel en me disant, voici Pierre-Yves, voici ta question. OK, Alors, vous vous êtes pris comme exemple. je me suis là. pris comme exemple et il m'a dit, ce qu'on Bon. fait dans nos scénarios, c'est qu'on calcule l'âge au moment où la personne a plus de chances, donc plus de 50 des chances d'être décédée. C'est un peu là qu'on fait nos calculs. Ah, juste intéressant. Attendez, expliquez-moi ça. Donc, par exemple, moi, j'ai dit, OK, j'ai 46 ans. Là. Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Bien, vous, M. McSween, en fonction de l'âge que vous avez, de votre historique, tout ça, vous allez probablement, à 85 ans, avoir 54 des chances d'être mort. Je suis d'accord. Donc, OK, donc vous, par exemple, je ferai mon scénario jusqu'à 85. Par prudence, je vais peut-être le faire jusqu'à 90, 95. Mais quand on fait ma planification, on va se dire, M. McSween, à 85 ans, c'est fini. l'arme a passé de l'autre bord, peut-être. Donc, c'est intéressant et c'est déprimant en même temps. Mais sachez que ça dépend aussi du sexe. Si vous êtes une femme, l'espérance de vie en 2024 était de 84,4 ans, puis de l'homme était à 80,9 ans. Donc, si vous êtes un homme plus âgé avec une personne plus jeune qui est une femme en plus, les chances de mourir avant sont plus grandes. Donc, faites vos calculs. Et l'autre chose qui est intéressante, quand on se rend à 65 ans, notre espérance de vie augmente. C'est bizarre, mais je dis la chose suivante, c'est qu'on a moins de chances de mourir d'autres raisons. Et donc, à 65 ans, par exemple, pour une femme, vous avez 22 ans d'espérance de vie. Donc, 65 plus 22, 87. Et donc, même si l'espérance de vie moyenne est inférieure, quand vous atteignez 65 ans cette année, on vous dit, regardez, vous allez vous rendre peut-être jusqu'à 87, 88. C'est Et intéressant. c'est là où la planification de la retraite devient importante, chose à laquelle on ne pense pas quand on a 20 ans. Mais non! Hein? Puis là, on dit, à quel âge je vais prendre ma retraite? Bien là, j'ai trouvé ça intéressant dans les statistiques canadiennes. En moyenne, l'ensemble des retraités en 2024 avaient pris leur retraite à 65,3 ans. Mais si vous êtes un travailleur autonome, ça va être 68,9. Et si vous êtes un employé du secteur public, ça va être 63,3 par rapport au privé que vous allez dépasser 65,4. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que le public, évidemment, vous donne probablement un régime de retraite le permettant. Le privé, vous allez dépasser 65. Et si vous êtes travailleur autonome, vous allez tirer. Alors, ça aussi, ça influence nos calculs. Et fait intéressant, quand on regarde la courbe du moment de la retraite, c'est fascinant de voir que juste avant l'an 2000, on était en bas de 59 ans en moyenne au Québec d'âge de retraite. Donc, il y a eu de 1976-77 à 2000 une dégression rapide de l'âge de la retraite et on est en train de rattraper. Parce que là, on est rendu au même niveau qu'on était à peu près à cette époque-là, dans les années 70. Pourquoi? Bon, on perd les régimes de retraite à prestations déterminées. Comme l'espérance de vie allonge, évidemment, on déplace l'âge de la retraite. Donc, peut-être Plus de travailleurs autonomes. plus de travail autonome, plus d'inflation, plus de précarité d'emploi, plus de multiplication de carrières. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, la population s'en va par là, alors peut-être qu'on va jouer avec le 65 ans, éventuellement, la pension de sécurité de vieillesse.
Après ça, il y a une personne qui me dit, ouais, mais là, moi, Pierre-Yves, j'ai 2 enfants. OK, là, j'ai une fille puis un gars. Il y en a une qui a besoin de se faire aider pour l'achat d'une maison, l'autre non. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'intention d'être copropriétaire avec ma fille. Je dis, c'est une idée, mais je disais, voulez-vous habiter la maison avec votre fille? Non, non, elle dit, je veux juste être copropriétaire pour l'aider à financer. Je dis, ben moi, je vous dis, si vous êtes capable de faire un don à votre fille pour la mise de fonds, go. Mais si vous voulez être copropriétaire avec votre fille, regardez le scénario dans quelques années. J'en ai vu, là. Dans quelques années, la maison prend de la valeur, votre fille doit vous racheter. Vous, ça vous génère un gain en capital parce que vous avez une autre maison. Deuxièmement, elle ampute votre capacité d'emprunt. Elle affecte potentiellement votre score de crédit. Si elle se matche avec quelqu'un, et là, il y a une chicane de vente, acheter la maison, qui décide si on vend, on achète la maison. Après ça, plus tard, évidemment, vous pouvez poser la question de si votre fille vire complètement sur une autre planète et elle ne paye plus sa maison, c'est vous qui allez payer. Donc, il y a un contexte juridique complexe. Et après ça, l'équité avec votre deuxième enfant. Si vous achetez une partie de la maison avec votre fille puis vous voulez être parfaitement équitable, bien, aidez votre enfant avec 50 000 cette année versus un héritage dans 20 ans à votre deuxième enfant. Qu'est-ce qui est juste et pour quelle raison? Désarçonné, elle dit, je vais aller réfléchir à ça. Après ça, hypothèque inversée. Ça, c'est ça. À chaque fois là, qu'on vous pose des questions, vous renvoyez des questions, ben, vous renvoyez la balle. Il y a un monsieur qui m'a dit, c'est un peu il compréhensible. m'a dit, à quand est-ce que je devrais vendre mes immeubles à revenus? Ben, je lui dis, est-ce que ça vous tente encore de les entretenir? Il dit oui. Je lui dis, est-ce que fiscalement, les vendre d'un coup, ce serait une bonne idée? Il dit, peut-être pas. Je lui dis, quels sont les gains sur chacun des immeubles imposables? Il dit, je vais aller vérifier. Donc, c'est un autre, ça dépend. Il y a une personne qui m'arrive avec une hypothèque inversée. Il dit, hey, là, on m'a dit de faire une hypothèque inversée, c'est-à-dire d'emprunter sur ma maison, rester dedans, puis pas payer d'impôts. Je dis, d'accord, mais je vous fais un petit calcul. Si vous empruntez 200 000 sur une maison de 500 000 dans une hypothèque inversée, vous ne remboursez pas de capital, mais vous empruntez sur votre capital. Présentement, les taux, vous allez payer plus que 6,5 ce qui est vraiment 2 plus cher qu'un prêt hypothécaire régulier. Et donc, dans 10 ans, quelle sera la valeur de votre prêt de 200 000 sur votre maison? 375 000 et des poussières. Et donc, si vous restez longtemps dans un mode hypothèque inversée, ça veut dire que pendant plusieurs années, vous allez payer de l'intérêt sur de l'intérêt sans rembourser de capital. Et donc, votre maison va s'évaporer après quelque temps. Donc, la question, c'est, voulez-vous vraiment rester dans votre maison à tout prix, sous toutes conditions? C'est la question à se poser. Moi, je dirais que non. Et finalement, dernière petite question rapide, là, en rafale. On vous l'a posé cette fin de semaine? Oui. Je peux-tu donner mon chalet pas cher à mon fils? Je dis oui. La réponse, c'est toujours oui. Vous pouvez être généreux. Mais sachez que le gouvernement n'est pas généreux. Donc, si vous donnez votre chalet pour 200 000 à votre fils puis qu'il vaut 500 000, le gouvernement va dire, ben, Roger, je vous annonce que, oui, vous avez donné ou vendu votre chalet pas cher à votre enfant, mais le 300 000 de vente que vous n'avez pas faite, on va considérer que vous l'avez faite et on va vous imposer sur le montant si vous n'avez pas d'exemption sur résidence principale. Il a déchanté un petit peu. Mais c'est fascinant de rencontrer des gens de 50 ans et plus en masse parce qu'ils sont préoccupés par les mêmes choses. Leurs enfants, l'impôt et leur durée de vie. C'est les 3 grandes préoccupations. OK. Puis de façon générale, vous les avez sentis anxieux ou... Ça dépendait des portefeuilles de chacun. Après la discussion. Mais Patrick, 50 ans et plus, je vous pose la question, est-ce que vous êtes généralement anxieux, satisfait ou sympathique avec la question? Je suis dans une phase anxieuse là, de ce temps-ci. Je vous comprends, moi aussi. Là, à 4 ans, je vous rattrape. Salut. À demain, Pierre-Yves.